Bien, bonjour à tous et merci d'être venus jusqu'à nous. Donc, je suis David Lévy, un des deux fondateurs et dirigeants de SOAT. Bienvenue dans nos nouveaux locaux puisqu'on a emménagé ici il y a environ un mois. Ah oui, il faut que je tienne le micro. On a emménagé ici il y a environ un mois. SOAT, c'est 14 ans d'existence, vite fait, une petite présentation très rapide. 14 ans d'existence, 350 personnes aujourd'hui, environ 300 salariés. Et le pari depuis le début de notre activité, ça a été d'associer deux mondes qui historiquement étaient assez opposés, qui est le monde Microsoft, éditeur, bien installé, souvent critiqué, et puis le monde Java, open source, le libre. Deux univers qui a priori étaient incompatibles. Et toute notre stratégie a été d'essayer de rassembler et de créer de l'expertise sur ces deux domaines et surtout d'éviter la scission entre ces domaines et le management tel qu'il nous a été proposé par nos experts agilistes. Le management agile a été une des sources, ou en tout cas une façon de procéder pour arriver à fédérer l'ensemble de l'équipe sans distinction de technologie. Et de ce mélange est sorti plutôt de la richesse, puisqu'aujourd'hui on arrive à avoir une équipe d'experts, experts .NET évidemment, experts Java d'autre part, et experts Agile ici présents. En tout cas, il y en a d'autres, mais il y en a au moins deux. Les illustres représentants, je ne sais pas s'ils se sont présentés, donc il y a Olivier Leland et Raïm, qui vont vous faire leur présentation. Et le gros défi, ça a été de rassembler et d'utiliser les méthodes agiles et le management agile en particulier dans tous les secteurs de l'entreprise, puisque vous savez sans doute que ça ne s'applique pas uniquement aux projets informatiques, mais ça peut s'appliquer à tout type d'organisation. Je crois que c'est notre principal succès, c'est d'avoir rendu efficace et très dynamique l'ensemble de l'entreprise à travers l'agilité. Et j'espère que c'est ce dont vous allez parler aujourd'hui, puisque c'est ce qu'on défend ici. C'est ce qu'on défend ici tous les jours, donc je vous souhaite de passer un bon moment avec nos petits camarades. Merci beaucoup à vous. C'est parti. Je m'installe 30 secondes. Tiens, je te laisse t'introduire ton micro. Ok. Nickel. Ouais. Bonjour à tous. Donc moi je me présente. Olivier Leland, je suis coach agile donc à SOAT depuis 2 ans maintenant. Donc moi j'ai un passé plus technique, je viens du développement, Scrum Master, puis maintenant coach agile. J'accompagne les équipes et les entreprises dans leur transformation agile, donc vers mettre en place du Scrum, du Kanban, du management agile, mettre en place des bonnes pratiques, fédérer les équipes, casser les silos, etc. Et donc on va vous parler de management agile. Je laisse la place à mon petit camarade à côté. Bien, bonjour, donc Raïm, enchanté. Je ne connais pas tout le monde ici, je suis ici depuis peu de temps. Globalement, moi j'ai un passé d'entrepreneur plutôt. J'ai créé 3-4 sociétés, dont une qui a vraiment bien marché, qui m'a permis de découvrir les notions de management. Donc j'ai vraiment découvert le management sur le terrain. Et en fait, globalement, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Parce que c'est vrai que quand mon entreprise, qui était au départ parisienne, puis devenue française, nationale donc, et que j'avais des velléités à commencer à me déployer au niveau européen, j'ai été pris en tant que manager entre la volonté de cadrer les choses, d'introduire des process. Je sentais vraiment que le désordre pouvait causer, malgré les clients et malgré les chiffres d'affaires, la faillite de ma société. Et en même temps, j'ai senti que l'excès de process, l'excès de gestion traditionnelle, on va dire, tel qu'on pourrait l'envisager pour un manager. On va voir ce que c'est qu'un manager traditionnel, selon nous. On pourra échanger sur ce sujet. J'ai été donc amené à vouloir introduire peut-être une nouvelle forme de management. Je ne parlais pas d'agilité et je ne parlais pas de management agile. Mais je me suis rendu compte après que finalement, cette expérience, c'était bien ça. C'est-à-dire finalement, quel est le juste milieu d'un manager ? Il faut arriver à mener ses équipes pour qu'elles contribuent à la réussite de l'entreprise. Donc c'est un sujet qu'on vous propose de détailler ici. Oui, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est déjà de parler de management. Alors je ne vais pas ici m'intéresser trop longuement à la partie théorique du management. Qu'est-ce que c'est qu'un manager en entreprise ? Je vais plutôt regarder sur le terrain, chez nos clients,
ce que nous, en tant que coach agile, on a l'habitude de voir. On est en contact permanent avec des managers. Ce sont les personnes qui, finalement, sont nos sponsors en local. Un petit, mais effectivement, on va sûrement déployer cette version. Et donc, on va s'intéresser à ce que nous, on voit du management sur le terrain. Donc, vous vous reconnaîtrez dans certains des aspects que je présenterai, peut-être pas tous. J'ai fait une sorte de compilation de ce qu'on voit du rôle de manager en entreprise. Et on détaillera un petit peu chacun de ces axes et on verra peut-être avec vous ce vers quoi vous mettez l'accent. Derrière, en fait, on va justement rappeler un peu ce que c'est que l'agilité, à travers un rappel du manifeste agile, voir quelles sont les valeurs en fait de ce manifeste, quels sont les principes, d'où ça vient, pourquoi être agile finalement, quel est l'intérêt de ce mouvement. Et ensuite, on va voir justement ce que c'est que... Si ça marche pas... Ah oui, c'est normal. Hop. Voilà. On va voir les impacts. Étudier comment l'agilité a changé la donne dans le monde du management. Puis, on va proposer, après avoir justement vu comment on a évolué, essayer de proposer une nouvelle définition du management, selon nous, pour ensuite aller mettre l'accent, mettre le focus sur des exemples d'entreprises innovantes qui ont su renouveler leur structure, leur organisation et leur management. Derrière, effectivement, ce qui va nous intéresser, c'est essayer de nous projeter dans ce que pourrait être l'entreprise agile. Progressivement, on va voir que un manager agile tout seul, peut-être des équipes de développement produit, qu'ils soient informatiques ou pas, des équipes agiles seules, ça ne marche pas forcément. Donc l'idée est de voir comment est-ce que le manager agile peut porter finalement son entreprise vers une forme différente de développement. C'est parti. Bien. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est déjà d'échanger un peu sur ce rôle de manager en entreprise. Si on prend sa définition strictement, telle qu'on peut la trouver de manière classique sous Wikipédia, eh bien, le manager, finalement, c'est celui qui est responsable de piloter l'action collective au sein d'une organisation, dans une organisation. Alors, c'est vraiment au sens global. Ce qui apparaît, ce sur quoi on va mettre l'accent, nous, c'est vraiment cette action, cette notion d'action collective. On a affaire, finalement, en face à des individus. Alors, c'est vrai que tout ça, gérer l'action collective sur le terrain, ça se représente sous différentes formes. On ne fait pas que gérer des individus en tant que manager. On a tout de suite des contraintes, des limites. On nous alloue un budget. Ce budget, c'est à nous de le gérer. C'est à nous de voir comment au mieux le dépenser. Évidemment, on est responsable de son suivi. On a des comptes à rendre assez régulièrement. Souvent, on nous impose ou on nous demande en tant que manager de mettre en place des KPI, des indicateurs de performance, des indicateurs d'avancement de notre travail. Et donc, immédiatement derrière, ce qui se passe, c'est, même si ça n'est pas le cas et si ce n'est pas formel en entreprise, on aimerait bien mettre en place des processus. Parce que finalement, ces indicateurs sont montés par les activités réalisées par mes collaborateurs, par mes équipes au quotidien. Donc, j'essaye de faire le lien entre le budget qu'on m'alloue, la bonne utilisation de ce budget par mes équipes et cet aspect processus. Je veux cadrer l'activité de mes équipes. En tant que manager, alors je m'engage. Je suis engagé auprès de mon top management sur l'atteinte d'objectifs. Alors ces objectifs peuvent être divers, j'en parlerai un peu plus tard, mais en gros, c'est moi qui m'engage et je vais essayer de construire mon équipe autour de ces engagements. La vision finalement, la vision de l'équipe, le pourquoi mon équipe existe ou mes équipes existent, ça va beaucoup dépendre de mes engagements et des objectifs qu'on m'impose ou qu'on me demande d'atteindre. Avec tout ça, je dois garantir la motivation de mes équipes. Finalement, mes engagements, les objectifs qu'on me demande d'atteindre, je ne vais pas y arriver seul. Je n'ai absolument pas les moyens de le faire. C'est mes équipes qui vont me permettre d'y arriver. Et la motivation de mes équipes est pour moi primordiale. Si je vois que,
à l'aide d'indicateurs que je suis normalement régulièrement, si je vois que je n'ai pas la capacité à un moment donné d'atteindre mes objectifs, que j'imagine que c'est un problème de ressources, souvent c'est ce sur quoi je peux agir assez simplement en tant que manager, je vais m'intéresser de manière très proche au recrutement, aux compétences des personnes, et je vais essayer de m'intéresser vraiment à la composition de mes équipes et au rôle que chaque membre de mon équipe ou de mes équipes va jouer finalement. Et donc j'interviens vraiment par le biais de cet aspect-là, de recrutement, dans la composition de l'équipe et dans son organisation interne. Et finalement, de manière assez, on va dire, régulière, je dois m'intéresser à la carrière de mes collaborateurs. Je dois m'intéresser, alors on peut parler assez vaguement de bien-être, mais en tout cas, je dois m'intéresser à leur satisfaction. Je dois essayer de voir ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qu'ils aimeraient être demain, et je dois essayer de concilier leur carrière, qui devrait normalement, si je leur donne satisfaction ici, me garantir leur pleine motivation. Et derrière leur motivation, je prie pour que ils soient finalement, ils adhèrent à mes engagements et qu'ils m'aident à les atteindre. Et j'espère que mes engagements ne sont pas incompatibles avec tout ça. Très souvent, je vois sur le terrain des managers à qui on a donné des engagements et finalement des objectifs de produire pareil, voire plus, avec des réductions budgétaires, par exemple. Donc là, évidemment, on commence à... Hop. C'est pas grave, ça va le faire. Et finalement, voilà. Alors, le manager dans tout ça, alors moi, tel que je l'ai vécu et tel que je le vois sur le terrain, le manager aura du mal à concilier tout ça et il va sûrement s'orienter vers de mettre l'accent sur certaines de ses responsabilités qui sont pour lui, voilà, celles qu'il sent le plus simple, celles qui lui parlent le plus, celles dans lesquelles finalement il se sent le plus à l'aise. Et certains vont vraiment porter l'accent sur l'aspect motivation des équipes, peut-être en oubliant le suivi budgétaire et la gestion budgétaire. D'autres seront plutôt moins empathiques, iront moins vers leurs équipes et seront plutôt vraiment axés sur le côté budget, indicateur. J'ai connu par exemple des managers que je voyais très peu souvent, qui étaient sans arrêt en réunion à faire des copies avec le top management et essayer de justifier de la bonne activité de ces équipes, mais sans jamais les avoir rencontrés au final. Donc voilà, c'est en tout cas le rôle de manager tel que je le vois sur le terrain, tel que je l'ai connu, c'est quelque chose, c'est limite un art en fait, et c'est quelque chose de très compliqué. Alors ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est comment l'agilité peut nous aider. Alors je ne vais pas vous vendre que le manager agile, être manager agile, c'est beaucoup plus simple qu'être manager traditionnel. C'est hors de question, c'est sûrement même beaucoup plus compliqué. Mais par contre, on va voir comment est-ce qu'on peut simplifier la vie d'un manager en introduisant justement des notions d'agilité. Alors, c'est vrai que l'agilité, on envisage ça beaucoup. Et vous, manager, quand vous nous sollicitez, vous envisagez beaucoup l'agilité pour vos équipes de développement. Et assez peu souvent pour vous. On ne nous demande jamais... moi, manager, j'aimerais bien être vraiment plus agile. J'aimerais profiter de l'agilité. C'est souvent, on va le voir après, quels sont les objectifs, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être agile aujourd'hui. C'est très souvent centré sur les équipes de développement. Voilà, on va voir ici comment l'agilité peut intéresser les managers. Alors un petit rappel justement sur l'agilité, d'où vient ce mouvement, comment est-il né? Tout remonte en fait en 2001, où aux États-Unis, on a 17 personnes, tous spécialistes dans leur domaine, dans le développement logiciel, qui parlent différentes langues. Il y en a qui parlent de Scrum, Extreme Programming, RAD, Crystal Clear. Toutes ces personnes-là sont reconnues, sont réputées et savent faire un bon logiciel. Et ensemble, elles se sont réunies pour trouver un peu un dénominateur commun. Sous quelle forme on pourrait regrouper toutes ces méthodes pour déterminer un ensemble de principes et de valeurs qui permettraient de faire un bon développement logiciel. Ils ont signé un manifeste agile. C'est de là qu'est né le terme d'agilité, avec les méthodes agiles. Donc, à l'époque, on parlait de méthodes agiles pour Scrum, pour du Extreme Programming, pour du DSM, du Crystal Clear. Il y en a eu d'autres qui sont venus un peu plus tard. Mais voilà, les bases ont été fondées à ce moment-là. Ce manifeste agile, c'est donc 4 valeurs.
4 valeurs qui ont fait peur quand elles ont été citées pour la première fois, car ça remettait en cause pas mal de choses. Première valeur, c'était on va privilégier les interactions et les individus plutôt que les processus et les outils. On va favoriser la communication, on va favoriser le dialogue en face à face. Les process et les outils, c'est bien, on leur accorde de la valeur, mais on va prioriser les interactions et les individus. Deuxième valeur, c'est bien d'avoir de la documentation, mais c'est encore mieux d'avoir un logiciel qui marche. Plutôt avoir un logiciel opérationnel qu'une documentation exhaustive. Troisième valeur, donc la collaboration avec les clients, plutôt qu'une négociation de contrat. Là encore, les gens pensent « Oh mon Dieu, il n'y a plus de contrat, ça va être l'anarchie ». Non, non. On accorde de la valeur au second principe, la négociation contractuelle, mais on va favoriser le dialogue avec le client, la collaboration avec les clients, collaboration sur site, emmener le client, l'amener à travailler sur son produit directement avec les équipes de développement pour avoir un feedback régulier et aller dans la bonne direction. Dernière valeur, on va s'autoriser le changement, l'adaptation au changement, plutôt que le suivi d'un plan où on sait pertinemment qu'on va dans le mur, mais on y va quand même, c'est marqué dans le plan. Quand ces valeurs sont sorties, les gens ont crié au scandale. On dit, mais non, les processus et les outils, c'est indispensable. La documentation, c'est indispensable. La négociation de contrat, c'est indispensable. Le suivi d'un plan, c'est indispensable. Tout ça n'est qu'anarchie. En fait, il y a une petite phrase qui est en dessous de ces 4 valeurs qui est généralement omise. C'est que les gens, les co-signataires du manifeste, stipulent clairement qu'ils accordent beaucoup de valeur à la deuxième partie des phrases. Les processus, les outils, la documentation. Ils accordent énormément de valeur. Mais ils accordent encore plus de valeur au premier principe. De ces 4 valeurs, ont découlé une douzaine de principes sur comment livrer un logiciel, comment faire en sorte qu'on livre bien, rapidement, avec qualité. Sur ces 12 principes, on ne va pas tous les citer, on en a retenu quelques-uns qui, à mon sens, à notre sens, vont un peu changer la donne dans le management. Voilà, on a 5 principes. Principe numéro 5. Réaliser les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l'environnement et le soutien dont ils ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. Donc, dans ce principe-là, ce qui est très important, c'est effectivement des personnes motivées et faites-leur confiance. Ce qui va un peu à l'encontre du command and control qu'on avait l'habitude de voir. Principe 6. La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l'information à l'équipe, et à l'intérieur de celle-ci, est le dialogue en face à face. Effectivement, on va pas cloisonner les gens, on va les fédérer, on va favoriser le dialogue, favoriser le contact humain. Pour rappel, la réussite d'un projet, le facteur humain est de 50% dans la réussite d'un projet. C'est énorme. 7e principe, un logiciel opérationnel, c'est la principale mesure d'avancement. Fini les reportings. Ou pas, on les met un petit peu en parenthèse. Les reportings de 300 pages sur des indicateurs que personne ne lit. Là, le seul truc qui intéresse, c'est ça marche ou ça marche pas. Où est-ce qu'on en est dans le logiciel? Voilà. 4e principe dont on voulait vous parler. Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. Favoriser l'auto-organisation, l'intelligence collective, faire travailler justement les gens main dans la main, pour faire émerger de nouvelles idées, des idées fortes, des idées pertinentes. Et le dernier principe qui, selon nous, va transformer un petit peu notre vision des choses, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace et modifie son comportement en conséquence. C'est plus le manager qui va penser à comment l'équipe doit fonctionner, comment l'équipe doit s'organiser, etc. C'est l'équipe elle-même. Là encore, on fait travailler l'intelligence collective et on fait travailler un petit peu l'introspection. Comment est-ce qu'on s'améliore? Comment est-ce qu'on fait pour
pour améliorer notre productivité, notre façon de travailler, notre façon de communiquer, pour avoir de meilleurs résultats. Mais alors, du coup, pourquoi l'agilité? Alors c'est vrai que là, on vous a vendu des belles valeurs. C'est vraiment... alors, pour autant, ce ne sont pas des valeurs, rien de tout ce qui est dans le manifeste agile, d'ailleurs, on est théorique. Ce qui est important vraiment de comprendre, de la même manière que j'ai introduit les notions de management et les responsabilités typiques d'un manager traditionnel, je me suis basé sur le terrain. Le manifeste agile, tous ces principes-là, ça vient des constats sur le terrain. Quand on parle d'équipe auto-organisée, évidemment, pour un manager, c'est le début de l'angoisse, quoi. C'est OK, bon, ma place sert à quoi? OK, je vais me concentrer sur le budget, super. Alors, bon, encore une fois, aujourd'hui, moi j'ai beaucoup de travail, donc vous, managers, enfin les managers en général, vous vous intéressez à l'agilité, et je suis allé regarder un petit peu globalement, voilà, quelles sont les raisons qui vous mènent à vouloir déployer de l'agilité chez vous. Même si, encore une fois, il y a certains principes, vous les connaissiez peut-être pas, je ne sais pas tous, il y a certains principes qui font quand même un petit peu normalement, qui amènent de la réticence pour les managers. Globalement, alors je ne vais pas commencer par la première raison, celle qu'on me donne le plus souvent. Généralement, il y a cette notion d'importance accordée à la satisfaction du client. Mon client doit être satisfait. Alors comment je vais le satisfaire, ce client? Je vais le satisfaire en lui livrant un produit opérationnel, quelque chose qui marche, c'est quand même un des principes, et je vais lui livrer le plus souvent possible. Enfin, pas le plus souvent possible, je vais lui livrer à intervalles réguliers, et donc très régulièrement, il pourra voir mon produit, il pourra commencer à l'utiliser, et moi, ça me permettra d'adapter ma roadmap de développement, et donc je garantis comme ça que je vais lui livrer le produit qui lui convient le mieux, finalement. Voilà. Ça, c'est, on va dire, le numéro 1. Le numéro 2, bonne raison, c'est je suis dans un milieu qui est relativement incertain, je m'engage aujourd'hui sur des projets d'1 an, 1 an et demi, et le temps qu'on livre, ça a changé. Et moi, je ne le savais pas, je le découvre après, et finalement, je cours après le besoin utilisateur, je cours après sa satisfaction. Ça rejoint un peu le premier point, pardon. Mais globalement, ce qu'on cherche, c'est de l'adaptation, de la capacité d'adaptation au changement. Le troisième point, c'est je veux que mes développements coûtent moins cher. J'ai un budget à gérer et on me demande de développer la même chose, mieux, plus vite. Surtout, on me demande de coûter moins cher. Mes développeurs me coûtent trop cher aujourd'hui. Et voilà, en gros, on doit essayer de concilier, nous, en tant qu'accompagnateur de transformation agile, on doit essayer de répondre à ces satisfactions. Alors, je sais pas, peut-être vous vous retrouvez dans ces grandes lignes, globalement? Ouais? Non, pas tous? Ouais? Donc, très très généralement, on commence par nous dire « Non, mais mes équipes de développement coûtent trop cher, s'il vous plaît, aidez-nous grâce à l'agilité, je sais qu'on arrivera à économiser les 20% qui sont dans mes objectifs, tout en garantissant la motivation de mes équipes. » Par pitié. Alors, on a parlé d'agilité. Juste avant, on a parlé de management. Essayons maintenant de mieux comprendre ce que les deux impliquent. Vous voulez mettre en face de vous des équipes agiles, vous avez en face de vous des équipes agiles, et vous avez toujours vos responsabilités de manager, celles qu'on constate sur le terrain. Alors, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour le budget? À mon sens, en tout cas tel que je le vois, non, ça ne change pas grand-chose. Vous continuez d'avoir un budget qui est ce qu'il est chaque année, et vous devez continuer de justifier de sa bonne utilisation et de sa bonne affectation pour atteindre des objectifs qui vous sont fixés. Là où les choses changent, c'est que finalement, avec les notions agiles, quelque part, avec les principes et les valeurs agiles, c'est quand même beaucoup plus simple pour vous de suivre l'utilisation de ce budget. Vous vous retrouvez en face d'équipes qui ne sont pas engagées sur des périmètres de produits à livrer. Le produit doit être strictement livré comme il a été défini il y a 1 an. Mais finalement, ce qu'on garantit, c'est que ce budget sera alloué de telle sorte qu'on livre au client ce qui a le maximum de valeur.
et je ne sais pas encore ce qui a le maximum de valeur, et même ça peut changer au cours du temps. Et donc finalement, ce que je vais suivre moi, c'est peut-être plus, avec cette vision-là, la quantité de valeur que j'ai livrée. Alors, bon, bien sûr, on est toujours manager dans une organisation qui ne fait pas entièrement, complètement de l'agilité, et donc j'ai toujours des KPI, et j'ai toujours des indicateurs de performance, et j'ai toujours des processus autour de moi, donc il faut que j'arrive à concilier tout ça. Bon, c'est absolument pas évident. Mes processus, ils sont définis de manière standard, ou vous les avez définis au départ, donc on essaye de faire rentrer l'agilité dans ces processus. En fait, nous, souvent, on essaye de rendre vos processus plus agiles. On n'essaye jamais d'être agile. On n'essaye jamais de faire du Scrum à 100 000 %, ce qui ne sert à rien et ce qui ne veut rien dire. Mais on essaye d'agiliser vos équipes en fonction de votre besoin et donc des problèmes que vous rencontrez sur le terrain. En gros, l'agilité vient quand même se percuter avec une organisation existante. Et l'idée est de faire concilier les deux, et c'est là où finalement, nous, on intervient. Alors, si vous continuez, vous, à vous engager directement pour vos équipes, évidemment, on voit que ça peut poser un problème. On y reviendra un peu plus tard. La vision, pareil, pour la vision de l'équipe. On a parlé tout à l'heure d'équipe auto-organisée. Enfin, on mettra l'accent sur la difficulté qu'on a à continuer à vouloir imposer à l'équipe une vision, sachant qu'en fait, finalement, on attend d'elle qu'elle se gère un peu toute seule. Pour les problèmes de motivation, finalement, un peu la même chose. Nous, on voit sur le terrain que concrètement, une personne est bien plus motivée quand elle s'engage à atteindre des objectifs et qu'elle les atteint, que quand on lui impose des objectifs et qu'on lui dit si tu atteins ces objectifs, tu seras rémunéré pour. En gros, tu auras une prime, quoi. Mais on a ce problème de motivation. Pour la partie recrutement, on ne l'a pas vu, mais c'est vrai que l'équipe prend tout son sens en agilité et prend toute son importance même d'un point de vue du management. C'est peut-être un caractère qui a été effacé comme ça ou qui s'efface avec le temps sur le temps, on le constate. Mais l'équipe est très importante et sa stabilité est très importante et on ne peut plus recruter vraiment de la même manière. On peut déstabiliser l'équipe, on peut changer son équilibre. Et derrière, oui, j'ai des équipes motivées. Elles doivent être motivées et je continue à gérer des carrières de manière assez, on va dire, unitaire, individu par individu, parce que j'ai mes entretiens annuels. Chacun a droit à son entretien annuel. Et finalement, c'est à moi de donner des objectifs unitaires, donc personnels, pour essayer de voir comment je pourrais influencer l'équipe en elle-même et la faire devenir ce que j'aimerais qu'elle devienne. Tout ceci, on a vu, ça change, ça évolue, mais ça génère aussi quelques risques. Ça soulève des questions auxquelles il faut répondre. On a vu, en fait, tout à l'heure, Ray nous disait qu'effectivement, toutes les fonctions, tous les rôles endossés par le manager vont évoluer, vont changer. Certains vont disparaître. Et justement, la disparition de ces rôles, la dissolution de ces rôles, en fait, qui sont absorbés par l'équipe, vont amener quelques détails à régler. L'engagement, la vision et le suivi, qui sont désormais portés par l'équipe. Tout d'abord, l'engagement. Quand c'est l'équipe qui s'engage, effectivement, on pense tout de suite, l'avantage, c'est que c'est plus pertinent. Un chiffrage va être plus pertinent. L'équipe sait de quoi elle parle. Premier risque, ok, elle sait de quoi elle parle, mais est-ce qu'elle a la légitimité nécessaire pour parler justement et justifier son chiffrage par rapport à l'extérieur ou par rapport au top management? Quand c'est le manager qui avait les cartes en main, il a l'habitude de négocier. Il a l'habitude de justement de faire peser la balance en sa faveur pour justifier son engagement auprès du top management. Il a l'habitude de ces confrontations. L'équipe, parfois, on peut avoir des équipes avec des gens qui n'ont pas forcément le phrasé ou le poids pour parler correctement et imposer son engagement. Le deuxième risque, c'est qu'en fait, à travers cette appropriation de l'engagement de l'équipe, ça nécessite un soutien fort du sponsor. Ça nécessite un soutien fort de l'équipe, soutien du top management de l'équipe. On ne peut pas laisser l'équipe seule à dire voilà, j'ai un chiffrage à donner, on s'engage à réaliser tant de user story par exemple en Scrum au cours d'un sprint.
si on n'a pas un soutien fort du sponsor qui dit ok les gars, on vous suit, on vous fait confiance là-dessus. Donc ça c'est des risques qui sont soulevés par cette disparition du rôle du management. Le deuxième rôle qui va disparaître, c'est le manager reporter, quelque part, le suivi, comme disait Raïm tout à l'heure. Ok, c'est super, maintenant c'est l'équipe qui fait son suivi, l'équipe qui fait son management visuel, qui va mettre des burn down charts, ou des Kanban boards, etc., des indicateurs de suivi. C'est l'équipe qui va se prendre en main. Ok. Mais si elle se prend en main, comment est-ce qu'on va gérer peut-être des éléments toxiques dans une équipe? Dans le cas du management classique, il y a quelqu'un qui ne joue pas le jeu dans l'équipe, ou quelqu'un qui n'est pas assez compétent, ou qui fait n'importe quoi, admettons, ou qui ne s'entend pas avec le reste de l'équipe. C'est le manager qui prend la décision de dire voilà, bon, ok, cette personne, on la sort de l'équipe, on la met ailleurs. Dans le cas d'une équipe totalement auto-organisée, effectivement, ça peut poser quelques soucis, justement, si c'est plus le manager qui s'occupe de ça. Si c'est uniquement l'équipe qui s'occupe du suivi interne et externe, comment faire quand l'équipe, justement, n'ose pas peut-être, ou ne veut pas prendre cette décision un peu rude de gérer des éléments toxiques. Deuxième risque qui est un peu trivial, c'est une dérive potentielle. Effectivement, si c'est l'équipe qui gère le suivi et tous ces indicateurs, il peut y avoir une dérive potentielle de l'équipe, un laisser-aller. Et là, on manque quelque part je n'ai pas envie de parler de contrôle, mais d'un droit de regard, peut-être sur le suivi des tâches, le suivi d'un projet, le suivi d'un ensemble de fonctionnalités. Troisième et dernier rôle qui va purement disparaître, mais pas tant que ça, et qui va profondément changer, c'est la vision. À travers la vision, on parle de raison d'être, effectivement, comme on disait tout à l'heure. C'est la raison d'être de l'équipe. C'est l'équipe qui va se définir elle-même, qui va porter cette vision, qui s'inscrit dans la vision globale de l'entreprise, dans la stratégie. C'est super. L'équipe, on lui donne du sens. L'équipe, elle sait pourquoi elle travaille. Elle a du sens. Comme disait André Comte-Sponville, le travail n'a pas de valeur en soi, il a du sens. Il faut lui donner du sens pour qu'il amène de la valeur. À travers la vision, c'est ce qu'il va faire. Ok, c'est super. Mais alors qu'en est-il justement de la vision, mais de l'extérieur? La vision du marché, ce que font les autres, par exemple, dans une équipe. On s'est auto-organisé, ok, mais on n'a plus de manager. Mince. On est affairé à créer des choses, à créer des produits, à livrer, à faire des choses formidables. Mais parfois, on a oublié de regarder ce qui se fait ailleurs. On a oublié de regarder la vision du marché. Comment font les autres? Et du coup, on peut se retrouver coincé. C'est le premier risque. Le second risque, avec cette vision qui est portée uniquement par l'équipe, c'est justement que l'équipe se retrouve seule dans son petit cocon à produire avec le product owner, avec les équipes métiers. Là, je parle d'une équipe IT, bien sûr, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle équipe, n'importe quel métier. C'est que l'équipe, justement, auto-organisée, qui carbure, finalement, elle perd un peu la vision stratégique globale. Comment remonter l'info qui dans l'équipe va dire ah non, ok, moi j'accepte d'aller en réunion du COPIL ou du COMEX pour aller voir porter fièrement le drapeau de l'équipe et puis faire le lien avec l'entreprise sur la vision stratégique à tout niveau. Parfois l'équipe, il n'y a personne qui se dévoue et du coup l'équipe se retrouve seule sur un radeau en pleine mer sans savoir vraiment quelle est la volonté de l'entreprise derrière. Donc voilà, on a vu que justement l'agilité redéfinit un petit peu le management, amène de nouvelles questions, soulève des risques auxquels il faut adresser. Quelque part, ces risques que je viens de mentionner, ce serait au manager agile
de compenser ces risques, de les gérer, de faire en sorte que tout se passe bien. Il se délègue de ses rôles, mais par contre, il est là pour faciliter et aider les gens. On va voir qu'en fait, finalement, le manager agile, il a toujours des responsabilités, mais c'est avant tout un état d'esprit. Et là, je laisse la parole à mon collègue. Alors, juste avant de passer à ça, c'est vrai que certains managers, même j'en ai rencontré un il n'y a pas très longtemps, qui a pris le manifeste agile et qui s'est dit bah, c'est moi qui vais piloter le management agile, c'est moi qui vais être à l'origine de l'agilisation de mon entreprise et je vais commencer à être manager agile et mes équipes vont suivre. Et en fait, il m'a appelé il n'y a pas très longtemps pour me dire bon bah j'ai fait comme il fallait. Équipe autogérée, tous les principes, je suis un manager agile. Et mes équipes, eh ben, alors, notamment une, parfaite, tout se passait très bien pendant 1 an. Kanban, management visuel, tout est parfait. Et tout a commencé à poser problème et j'ai réalisé que rien n'allait quand j'ai commencé à leur donner des objectifs. Juste dire, on doit livrer un client dans 1 mois. Donc ça veut dire que, voilà, évidemment, il ne faut pas aller dans la dérive de équipe autogérée et allez-y. Nous, en tant que manager, on est quelque part le porte-parole, le représentant de la stratégie d'une entreprise, de sa volonté de développement. Et donc, voilà, il faut faire comprendre ça à l'équipe. On ne peut pas juste laisser des équipes de développement s'auto-gérer, s'auto-organiser et développer ce qu'elles veulent comme elles veulent. Parce qu'effectivement, dans ce cas-là, il suffisait de dire à propos, vous avez perdu de vue jusque, c'est vrai, là, on avait 1 an pour développer un produit en bêta qui n'intéressait pas l'entreprise. Maintenant, votre produit est devenu stratégique, on va le livrer dans 1 mois. Vous en êtes où? Ouais, on en est... Ah bah c'était une bêta, bien sûr. Ok, donc on s'intéresse quand même au suivi de l'équipe. Au-delà de tout ça, Olivier a parlé de risque. Je pense ce qui fait vraiment maintenant le centre, et j'en ai pas parlé avant, mais ce qui est très 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 important en tant que manager, c'est d'avoir un regard clair, ouvert sur les risques que l'on prend en termes organisationnels. Quel risque on prend à déployer de l'agilité? Je déteste parler de l'agilité comme la solution miracle, où tout va bien, où on va résoudre plein de problèmes. Si en tant que manager, et si en tant que manager à tout niveau, on n'est pas conscient des risques qu'on prend en déployant l'agilité, notamment tu as mis l'accent sur les risques qui nous semblaient importants, il y en a peut-être d'autres, et si on n'est pas capable de les évaluer et de prendre les bonnes décisions en tant que manager pour orienter les équipes justement et prendre des décisions qui s'imposent, voilà, on peut aller vers de gros problèmes. Alors ici, un peu comme j'ai pris une des définitions d'un manager traditionnel, je suis allé voir sur le terrain des cas de management agile qui semblent bien marcher. Et à ma grande surprise, il y a pas mal d'informations que je n'avais pas forcément en tête. On parle d'un état d'esprit parce que finalement, je ne pense pas que ce soit vraiment factuel. Il faut voir plutôt ça comme un retour de bonnes pratiques, des responsabilités dans lesquelles vous pourriez peut-être vouloir vous développer dans le but d'améliorer encore une fois la performance de votre entreprise à votre niveau ou de votre organisation. Une forme de management, alors une des composantes du management agile qui semble être très efficace et qui motive énormément les équipes, c'est de jouer ce rôle, entre autres, encore une fois, ce n'est pas le seul qu'il faut jouer, mais de jouer ce rôle de servant leader, de manager à disposition de ses équipes pour les aider à faire leur travail. Mais c'est vrai qu'on a mis tout à l'heure l'accent sur un des principes qui est qu'il faut donner aux équipes les moyens d'avancer. Il ne faut pas juste leur donner plein de moyens, mais il faut leur donner les justes moyens et les soutenir dans leur action. Et donc cet aspect, cette composante facilitateur que j'ai trouvé sur le terrain, elle amène de la motivation et elle augmente la performance globale des équipes. Alors, je parlais à l'instant de motivation, et finalement, je disais tout à l'heure que les équipes les plus motivées sont finalement les équipes qui s'engagent elles-mêmes, et c'est leur engagement qui est important. Alors finalement, l'idée est de comprendre comment un manager peut aider les équipes à s'engager justement. Et là aussi, des réussites de management
ont été notamment des cas de managers qui impliquaient directement leurs collaborateurs, dans la réussite de l'entreprise. En fait, on ne situe pas simplement les collaborateurs au sein de leur équipe, évalués individuellement, mais on a aussi une vision collective de l'équipe et on situe organisationnellement l'équipe pour lui montrer en quoi elle est importante pour la réussite de l'entreprise de manière générale. C'est-à-dire qu'on va être très transparent finalement auprès de l'équipe sur les forces et les faiblesses de l'entreprise. Parce que finalement, l'entreprise a besoin de ses salariés et vous, manager, vous avez besoin de vos équipiers, mais vos équipiers ont besoin de vous, enfin, a priori au moins pour subsister. Donc c'est intéressant de leur montrer que l'entreprise qui les fait vivre quelque part, ou qui leur donne de l'argent, qui les paye pour leur travail, eh bien, elle a des forces, elle a une position sur le marché, elle a aussi des faiblesses, des contraintes, elle n'arrive pas forcément à se développer autant qu'elle le voudrait, elle a des envies, des stratégies qu'elle aimerait mettre en place, et on essaye de justifier auprès des équipes que cette stratégie est la bonne, et on l'échange avec eux, et on essaye de réfléchir avec eux de manière très concrète sur comment leur action, pas seulement individuelle, mais encore une fois en termes d'équipe, peut être une solution pour lever une contrainte, peut être une solution pour améliorer justement l'entreprise, la performance de l'entreprise globale et l'aider à atteindre ses objectifs. Dernière forme, alors on a parlé d'agilité, on va parler un peu de lean, les choses sont très liées. Derrière l'idée, c'est effectivement, moi j'ai un budget et je dois arriver à produire le maximum de valeur, à faire en sorte que mes équipes produisent un maximum de valeur, encore une fois, pour satisfaire mes clients. Et on ne va pas parler de la composante réduction budgétaire qui est de toutes les façons omniprésente. Et là, finalement, qu'est-ce qu'on se dit? C'est, OK, je ne vais pas attendre, je ne vais pas gérer ou contraindre mes équipes à travailler dans une situation où la contrainte budgétaire est là, où la contrainte de moyens est présente. C'est d'ailleurs complètement incompatible avec l'agilité, où on dit qu'il faut fournir les moyens à l'équipe pour lui donner les moyens d'être efficace, justement. L'esprit finalement du manager, du lean manager, de la composante lean dans le management est intéressante. Finalement, on ne va pas s'intéresser à gagner en efficacité. On va essayer de faire en sorte que nos équipes gagnent plutôt en efficience. On a parlé de processus tout à l'heure, on a parlé d'indicateurs, indicateurs pour le suivi d'avancement, pour la qualité des processus que j'ai pu mettre en place. Ben, finalement, le manager, c'est peut-être celui qui va laisser le processus émerger des équipes. C'est peut-être à elles de s'organiser comme elles imaginent qu'elles seront la plus performantes. Mais avec cette notion qu'on va essayer plutôt de gagner en efficience qu'en efficacité. Alors l'efficacité, c'est juste le principe que je vais atteindre mes objectifs. Quoi qu'il arrive, mon équipe est efficace si elle atteint les objectifs que je vais fixer. Souvent, on n'a pas la contrainte de moyens. Je vais peut-être dépenser énormément pour atteindre mes objectifs. Avec la notion d'efficience et le lean management met le focus sur cette notion d'efficience, je vais faire en sorte que mon équipe, dans son état d'esprit, cherche non seulement à atteindre ses objectifs, donc à être efficace, mais recherche, au travers de la recherche notamment de gaspillage, de déficience, de méthodes de travail. Si vous faites du Scrum, par exemple, vous avez déployé du Scrum en entreprise, très souvent vous voyez vos équipes faire des rétrospectives, essayer de s'améliorer de manière continue, avec l'idée pour l'équipe que finalement, oui, la réduction budgétaire, elle sera peut-être là, mais la réalité, c'est comment est-ce que je peux économiser sur ce qui ne sert à rien, ce que je produis qui ne sert à rien. Donc on va être centré ici sur le gaspillage, on va essayer d'imprimer l'esprit collectif chez chacun. En fait, cette approche de lean n'est pas simplement une affaire de management, c'est une affaire de chacun. Et c'est le rôle du lean manager d'aller imprimer cet esprit Kaizen, quelque part, d'amélioration continue individuelle. Chacun doit chercher à s'améliorer, à économiser, à moins gaspiller, pour finalement coûter moins tout en produisant alors la même chose, au moins la même chose, mais on va voir qu'en fait on peut gagner plus. Donc les valeurs agiles et des aspects de cette composante lean manager où finalement le manager est là pour pousser l'amélioration des équipes et la mener dans le bon sens. C'est un rôle très important et encore une fois qui marche. Donc voilà, on ne les a pas totalement abordés tout à l'heure, mais ce sont des choses qu'on voit sur le terrain qui portent leurs fruits. On n'a pas parlé du rôle, finalement, le top manager, le CEO.
Donc qu'en est-il finalement du CEO dans une entreprise agile? Jürgen Appelo, qui est un agiliste chevronné, qui est très blogueur influent et entrepreneur, il est CEO. Et il s'est dit, on vient de me nommer CEO, mais CEO, ça veut dire quoi? Ça veut dire Chief Executive Officer. Chief, chef. Je suis pas chef. Je me sens pas chef. Exécutif, exécutant. Je suis pas l'exécutant, c'est pas moi, c'est mon équipe, c'est mes équipes. Officer, office, j'ai même pas de bureau. Donc pour moi, cette définition-là, il s'est dit, ça ne correspondait pas à grand-chose dans son entreprise agile. Et il s'est dit, qu'est-ce qui importe finalement? Qu'est-ce qui importe? Ce qui importe, c'est de donner des espaces créatifs pour ses équipes, pour que les équipes s'épanouissent, pour que les équipes innovent et pour que les équipes soient productives, efficaces et efficientes, comme disait Raïm. Donc, il a donné sa propre définition que je trouvais intéressante. CEO, pour lui, ce serait plutôt Creative Ecosystem Organizer. On organise, on met en place des écosystèmes créatifs pour les équipes, pour l'environnement de travail, pour que les équipes soient créatives, elles s'épanouissent, elles grandissent, elles mûrissent. Tout ça dans un but pour l'entreprise, pour que l'entreprise avance, grandisse et soit performante. Voilà, petite parenthèse sur le CEO qu'on voulait mentionner dans cette présentation. Il est temps maintenant d'aborder une partie très intéressante sur des exemples en fait. Qu'est-ce qui s'est déjà mis en place dans les entreprises actuelles? Il y a 2 entreprises qui ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, dans le monde du management et dans les communautés agiles en particulier, qui sont Zappos et Spotify. On va commencer par Zappos. Qui connaît déjà Zappos? D'accord. Petite minorité. Zappos, c'est le numéro 1 mondial de la vente de chaussures en ligne. C'est une entreprise qui a démarré en 2001, petite start-up. Et en 2011, elle est rachetée par Amazon pour 1,2 milliard de dollars. Success story. C'est une entreprise qui a fait couler beaucoup d'encre pour sa culture d'entreprise, pour le bien-être de ses employés, pour son discours novateur. On ne vend pas des chaussures, on vend du bonheur aux gens. Waouh! À travers ça, ils ont 10 valeurs clés que tous les employés de Zappos connaissent. Ils mettent l'accent vraiment sur le bien-être des employés, la culture d'apprentissage de l'entreprise, comme un peu le jardinier qui arrose ses plantes. Les plantes, c'est les employés de l'entreprise. Et donc, ils ont mis toute une mécanique en place pour que les employés se sentent bien. Donc, une entreprise unique. Là, on a une petite photo d'un open space chez Zappos. Comme vous le voyez, ça ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a l'habitude de voir. Et pourtant, les gens travaillent très très bien. Et ça marche très très bien depuis plusieurs années. Cette entreprise, elle a quand même décidé d'aller encore plus loin. D'aller encore plus loin dans sa vision des choses. Et l'an dernier, coup de tonnerre dans le monde du management, Zappos indique, enfin les gros titres indiquent, Zappos supprime tous ses managers. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il vraiment? Déjà, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Zappos, parti d'une start-up pour devenir une entreprise de plus de 3000 employés en 10 ans, ils ont voulu, avec cette transformation, empêcher la société de devenir trop rigide, empêcher la bureaucratie, empêcher une inertie qui les freinerait dans leur innovation et dans leur relation avec le client, qui est primordial chez eux. Je rappelle, Zappos, il crie haut et fort, on ne vend pas un produit, on vend du bonheur aux gens. Des exemples, c'est par exemple, vous pouvez acheter 5 paires de chaussures, les essayer et les renvoyer directement chez Zappos. En fait, non, vous ne les renvoyez pas, c'est Zappos qui vient chez vous pour vous reprendre les chaussures gratuitement, et le lendemain, vous avez des fleurs. C'est le service Waouh.
Aux États-Unis, ils sont très friands de ça et ça marche, ça cartonne. Donc avec cette mentalité-là, justement, ils se sont dit, bon, on va aller encore plus loin. Du coup, ils ont fait appel à l'association en fait, Holacracy. Ils ont mis en place donc, cette pratique qui commence à faire le buzz depuis quelques temps ici. Donc l'holacratie. Quelqu'un qui a déjà entendu parler de l'holacratie? D'accord. Alors, rassurez-vous, petite présentation. L'holacratie, c'est un système organisationnel de gouvernance. C'est avant tout une pratique qui transforme considérablement en fait, la structure de l'entreprise. C'est basé sur des cercles à l'intérieur d'autres cercles. C'est des structures fractales. On voit l'entreprise, l'organisation comme un organisme qui sépare les rôles des individus. On pourrait résumer comme il n'y a plus vraiment de titre. Il n'y a plus un développeur, un architecte. En fait, on a des rôles qui sont spécifiques, qui sont endossés par une ou plusieurs personnes. Et une personne peut endosser un ou plusieurs rôles. Les rôles sont changeants. C'est des rôles opérationnels. Chez nous, par exemple, à SWAT Agile, on fonctionne en équipe auto-organisée, sans manager. Et donc, on a défini nous-mêmes notre propre vision. On a défini nous-mêmes les rôles et comment se répartir les rôles, etc. Donc, voilà, des rôles, des cercles, des structures. L'holacratie nous dit finalement, les gens pensent qu'il y a holacratie égale pas de management. Le manager dans tout ça prend peur. Hein. Qu'est-ce qu'il a il s'est fait renvoyer, il a disparu, on les a exterminés. Qu'est-ce qui s'est passé? Frayeur, remise en cause, remise en question. En fait, dans l'holacratie, j'ai parlé juste avant des rôles opérationnels. Qui fait quoi? Okay. Un développeur, un architecte, un coach, un accompagnant, un formateur, whatever, un blogueur. On a également des rôles structurels au sein de chaque cercle. Un cercle, ça va être une équipe. Le cercle, il porte la vision de l'entreprise. Sa vision s'inscrit dans la vision globale de l'entreprise. Le cercle, avec par exemple son équipe, on a des rôles structurels, à commencer par le facilitateur. Quelqu'un va prendre le rôle de facilitateur pour amener les réunions, conduire les réunions et faire en sorte que le dialogue se passe bien. Les réunions, elles sont de trois types. On va avoir réunion stratégique, justement pour parler de la stratégie de l'entreprise, remonter et descendre les informations. Les réunions opérationnelles, qui fait quoi, sur un problème technique ou autre. Et les réunions de gouvernance. Les réunions de gouvernance, c'est on se réunit pour parler non pas de ce qu'on fait, mais de comment on le fait. Comment on va s'organiser. Est-ce qu'on doit changer les choses? Est-ce que les rôles vont changer? Comment est-ce qu'on définit les rôles, etc. Donc voilà, le facilitateur, lui, il va amener cette discussion, il va faciliter les échanges au sein de ces réunions. Deuxième rôle, le secrétaire. Bah oui, dans les réunions, pour que ce soit pertinent, il faut un secrétaire, il faut quelqu'un qui prenne des notes sur ce qu'on s'est dit dans la réunion, qui marque noir sur blanc les actions à accomplir à la fin de cette réunion, pour éviter le plouf. Troisième rôle, le second lien. C'est quelqu'un qui fait le lien avec le cercle supérieur. En fait, le cercle supérieur, il a toute autorité sur le cercle inférieur pour résoudre des conflits. Si jamais le cercle, dans une équipe auto-organisée, dans son cercle, il peut arriver qu'il n'y ait pas de prise de décision, que les gens n'arrivent pas à s'entendre sur un point. Dans le cas, le second lien rapporte ça au cercle supérieur qui va prendre la décision à la place. Et le dernier rôle, c'est le premier lien, justement, qui lui aussi fait le lien entre les cercles, le cercle et le cercle supérieur. Le premier lien, lui, il a des tâches assez spécifiques qui vont vous rappeler certainement quelque chose. Lui, il affecte les personnes au rôle. Il dit, voilà,
Tiens, on a des individus, ok, on a des rôles disponibles, des rôles nécessaires. Qui veut prendre quoi? On alloue des ressources financières. On gère une enveloppe, toujours. On définit des indicateurs à mettre en place pour l'équipe. On coach les personnes. On va les coacher, on va voir si les gens, ça se passe bien, si ça avance bien, de quoi ils ont besoin, etc. On va indiquer aux gens, les priorités, sur quoi mettre l'accent dans leurs actions de tous les jours, dans les fonctionnalités à implémenter, dans les marchés à conquérir, etc. Tout ça pour aussi, au final, définir les stratégies. Définir les stratégies du cercle, mais aussi communiquer sur les stratégies de l'entreprise. Et finalement, quand on regarde tout ça, le premier lien en holacratie, c'est ce qui se rapproche le plus d'un manager, quelque part. Donc non, le manager et le management n'a pas disparu en holacratie. Il a juste évolué, il a juste changé de forme. Il s'est adapté, il s'est transformé. Mais il est toujours là, on a toujours besoin. Bien sûr, il y a des conditions. Il y a des conditions pour ça. Chez Zappos, la première condition, je pense, de la réussite de l'entreprise et de cette transformation, ça a été son manager, Tony Hsieh. Manager charismatique, qui a voulu créer une entreprise différente, qui s'est donné les moyens de le faire. À l'âge de 23 ans, il sort d'Harvard. À 24 ans, 25 ans, il revend sa première entreprise, Link Exchange, pour 265 millions de dollars. Ça fait tourner la tête. Il est embauché chez Microsoft. Il refuse 20% de son salaire, en millions de dollars, pour quitter Microsoft, justement, et partir fonder une joint venture. Il entend parler de petits gars qui s'appellent Zappos, qui essayent de conquérir le marché de la chaussure. Il décide de se lancer dedans, et puis il y a été jusqu'à sacrifier toute sa fortune. Mais il a cru jusqu'au bout. Et finalement, ça a fini par payer. Et aujourd'hui, voilà, Zappos appartient à Amazon. Elle a été vendue pour plus d'1 milliard de dollars. Son manager, il a voulu créer des conditions de travail uniques. Il s'est beaucoup remis en question, il s'est beaucoup remis en cause tout au long de sa vie. Il a écrit un bouquin que je conseille fortement de lire, qui est passionnant, qui s'appelle L'entreprise du bonheur, préfacé par Michel et Augustin. C'est marrant. L'entreprise du bonheur, donc sur sa vision des choses, sur la façon dont il abordait le monde de l'entreprise. Sur d'abord la recherche de profit, puis la passion. Ok, recherche de profit, passion. On est passion, la passion, ça peut être quelque chose d'éphémère, comme une rockstar. On se sent tout puissant, mais du jour au lendemain, on peut devenir has-been. Puis à la fin, il s'est dit, mais en fait, ce qui compte, c'est aussi la raison d'être. Pourquoi on est là? Pourquoi on fait ça? Quel est le sens de tout ça? Et c'est avec ces trois composantes-là qu'il a donné à Zappos cette culture d'entreprise unique. Une culture d'entreprise où il fait bon vivre, à tel point que les employés organisent des portes ouvertes. N'importe qui peut aller visiter l'entreprise. Alors pour nous, c'est un petit peu loin, c'est à Las Vegas. Mais les gens de Las Vegas vont visiter régulièrement l'entreprise pour son ambiance assez particulière. Et troisième, du coup, je pense que ça c'est une conséquence des deux premières conditions. La troisième condition de succès de Zappos et de sa transformation, c'est l'engagement fort des employés. Les employés aiment leur entreprise, ils aiment leur travail. Donc en leur apportant une vision, pourquoi on se transforme, vers où on veut aller, qu'est-ce que ça va nous apporter, les gens ont adhéré très très fortement. Et donc du coup la transformation a été d'autant plus facile. Alors bien sûr, pour l'instant, la transformation est encore en cours. Ils n'ont pas tout transformé, mais là, à l'heure actuelle, ils sont déjà à plus de 25% d'entreprises qui fonctionnent dans l'holacratie. Voilà pour Zappos. Le deuxième exemple que je voudrais mentionner, c'est Spotify. Qui connaît Spotify? Nettement plus de monde. Donc Spotify, qui est un acteur majeur de l'industrie de la musique, notamment du marché légal de musique en ligne. Spotify, qui a maintenant 8 ans, pareil, dans un marché très dur, a su trouver sa place et devient un des leaders actuels.
Donc Spotify, entreprise innovante, qui a su d'abord revoir sa conception des choses à travers un site web, et puis a su conquérir le marché du mobile avec leurs offres en ligne, leur abonnement pour la musique. Ils ont su innover. Et là encore, ils se sont remis en question. Ils ont dit, mais voilà, quel est notre management? Qu'est-ce qu'on veut avoir? Quelle est notre vision? Qu'est-ce qu'on veut apporter? Donc, quels étaient leurs enjeux à travers cette transformation agile? Le premier, c'était d'être réactif, justement, face à un marché très instable. La musique, c'est très dur. Dans les années 70, quand le radio cassette est arrivé, quand la cassette audio est arrivée, c'était le drame. Ah non, on va nous pirater, on va nous enregistrer, tout ça. Dans les années 80, c'était le CD, avec les graveurs de CD. Oh mon Dieu, le piratage. Maintenant, dans les années 2000, c'est le MP3. Et à chaque fois, on pense que c'est des nouvelles problématiques. En fait, c'est la même chose. C'est juste un marché qui est très dur, avec un mode de consommation qui est de plus en plus jetable. Et donc voilà, le marché est très instable, il faut être très très réactif. Donc il faut avoir une structure d'entreprise qui permette de s'adapter à ça. D'où la faculté d'adaptation face aux nouvelles technologies, face aux nouveaux comportements des utilisateurs, qui vont justement consommer la musique de manière totalement différente d'il y a 20 ans. Et enfin, troisième raison, c'est une innovation constante. Ils recherchent constamment l'innovation face à la concurrence, bien sûr. On pense à Deezer, on pense à Grooveshark ou autre. Mais également aussi face aux exigences des employés et des utilisateurs. Dans les équipes, qui n'a jamais entendu parler d'un dev ou d'un architecte qui râle parce que tel ou tel techno est has-been et qu'il faudrait passer à Silverlight 15 ou je ne sais, Windows 9, etc. J'anticipe un peu. Donc voilà, face à ces demandes des employés, on a aussi les demandes des utilisateurs, évidemment, qui recherchent encore plus d'ergonomie, qui recherchent la touche magique, avoir plus de contenu facilement, écouter facilement la musique, etc. Donc eux, ils n'ont pas fait de holacratie, ils n'ont pas fait de sociocratie ou d'autres choses, ils n'ont pas mis en place quelque chose d'existant. Ils ont repensé eux-mêmes leur propre modèle agile. Donc, c'est pour ça que cet exemple aussi est intéressant, parce que là, on voit que ils ont fait un peu leur modèle à eux sur mesure. Le modèle, en fait, petite présentation du modèle, il date d'octobre 2012. Alors, petit disclaimer, Spotify avait clairement indiqué, quand ils ont présenté ce modèle, que 6 mois, 1 an plus tard, il serait plus d'actualité, parce qu'ils évoluent constamment. Le modèle, ils se remettent en question constamment. À cet instant T, ce modèle était le suivant. On avait des tribus. Chaque tribu a le lead sur une grosse fonctionnalité du site, une grosse partie du site. Par exemple, ça va être la partie audio, la partie playlist, la partie compte, la partie recherche d'albums, etc. Chaque tribu est composée de squads. Les squads, on va y revenir dessus plus tard, c'est un peu comme une équipe Scrum, avec un product owner en face. Chaque équipe est formée à peu près de la même façon. On va avoir des développeurs, on va avoir des architectes, des testeurs. En fait, ces rôles identiques dans chaque tribu constituent des chapitres. On va avoir le chapitre des testeurs, le chapitre des architectes, le chapitre des développeurs. Donc voilà, tribu, squad, chapitre. Là-dessus, ils ont rajouté autre chose, qui est ce petit truc difforme, qui est en fait les guildes, qui sont des intérêts divers. Des intérêts pour des choses qui sortent de notre rôle, qui sortent de notre périmètre d'action. Merci Google Drive. Donc ces guildes, en fait, ça va fédérer les gens autour d'intérêts communs. Favoriser la communication sur des nouvelles technos, sur des nouvelles façons de travailler, sur de nouvelles choses. Je reviens sur les squads, c'est intéressant. Parce que le squad, c'est comme une équipe Scrum, qui dialogue avec un product owner. C'est une équipe qui applique des principes de Lean Startup. Et justement, souvent, ils sont amenés à créer des MVP, des Minimum Viable Products, pour tester de nouvelles innovations, de nouvelles features qui vont sortir très vite, et qui vont après tester sur le site et voir le comportement des utilisateurs, et ensuite adopter en fonction des résultats leur stratégie.
chaque équipe est accompagnée de coachs agiles qui vont les aider à s'améliorer, qui vont les aider à faciliter, enfin qui vont les faciliter leur travail. Ils vont être facilitateurs. Voilà, donc ça date d'il y a presque 2 ans maintenant. Donc je suis sûr que aujourd'hui ça a encore évolué. Et Alistair Coburn, qui est l'un des co-signataires du Manifeste Agile, a été justement visiter Spotify. Et il avait eu cette remarque comme quoi il dit, ça fait 20 ans qu'il attendait qu'une entreprise fasse ça. Il avait cette idée de matrice en tête, justement, cette organisation-là. Et il était très content de voir qu'une entreprise avait réussi quelque part ce qu'il avait espéré. Condition justement de cette réussite, déjà l'esprit startup innovant. L'esprit startup, on est jeune, on est motivé, on veut vraiment aller de l'avant, on veut innover. Ils ont gardé cet esprit justement de créativité. Deuxième point, culture d'innovation. Effectivement, on veut innover constamment, on veut gagner des parts de marché, on veut transformer le marché de la musique en ligne. Et enfin, là c'est plus technique, mais c'est ce qui fait que le site a pu arriver là où il en est aujourd'hui. C'est qu'une architecture technique super modulaire, super travaillée, on découpe bien, on peut facilement avoir des équipes qui travaillent sur des périmètres bien définis, sans être cloisonnés, ce qui définissent clairement en fait, les dépendances inter-équipes. Tout est affiché, tout est explicité, pour éviter justement les blocages. Et tout ceci fondé sur une architecture technique de haut niveau. Donc voilà, après ces exemples, il est temps de conclure. Juste avant de conclure, justement, on peut parler d'autres moyens. On parle d'holacratie tout à l'heure, on parle de développer son propre modèle agile. Il y a aussi d'autres bases. On a parlé de sociocratie, la sociocratie, qui est un mode de gouvernance aussi développé par Gerhard Endenberg à Amsterdam, basé sur la théorie de la cybernétique. Comment transformer l'entreprise comme un organisme vivant et faciliter la prise de décision. Il y a aussi le Beyond Budgeting, où là, leur approche première, c'était on va supprimer le budget. Le budget, ça ne sert à rien, c'est budget prévisionnel sur un an, c'est trop rigide, nous on veut être agile, comment faire? Finalement, en fait, ils se sont rendus compte que non, le budget ne disparaît pas, il va être transformé petit à petit. Donc ils ont aussi quelques éléments de réponse à apporter là-dessus. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, il n'y a pas une solution unique, il y a plein de solutions et surtout, on peut trouver son propre modèle, son propre management pour avancer vers une entreprise agile. Je laisse le soin à Raïm de conclure. Mais effectivement, l'importance de trouver son modèle, de se servir de ce qui a été fait et de ce qui a marché pour construire son propre modèle, encore une fois, c'est quelque chose qui est très important. Et 2 exemples vus récemment d'entreprises qui ont essayé de reproduire le modèle Spotify, directement comme ça, ont mis pour l'un d'entre eux 1 an pour développer 14 équipes Scrum qui développent en parallèle leurs produits. 14 product owners, des Scrum Masters, des coachs agiles, tout ce qu'on veut, vraiment. Et le constat au bout de 2 ans, c'est on n'est absolument pas capable de livrer notre produit. C'est-à-dire, les fonctionnalités qu'on développe, on est d'accord que tout le monde est content de ce qui est fait. À la fin, on est incapable d'intégrer ce produit. Finalement, le client, on ne peut pas le livrer de manière fiable. On livre que des versions bêta et on passe notre temps à rattraper la correction d'anomalies découvertes en prod en plus. C'est-à-dire qu'on a introduit de l'agilité, on s'est servi d'un modèle qui existait, qui a marché pour une entreprise et évidemment, voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il faut l'adapter, il faut l'appliquer, il faut en prendre les bonnes recettes et essayer de voir comment... C'est pour ça qu'on a parlé des réussites d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait que ce modèle a marché pour une entreprise? Notamment ici, juste le petit écueil dans le modèle Spotify qui est absolument essentiel, c'est la refonte de l'architecture logicielle. C'était impensable d'organiser le développement et de diviser le développement d'un produit unique, de diviser ce développement et de le répartir entre 15 équipes qui font du Scrum, qui sont micro pour l'entreprise, sans repenser intégralement l'architecture logicielle. Donc vraiment, finalement, l'importance de ces exemples, c'est de voir que voilà, certains prennent des modèles out of the box, faire de l'holacratie. Voilà, nous, notre entreprise n'a pas vocation à l'être, mais on a tenté le coup pour notre équipe soit agile.
Mais vous pouvez essayer l'exemple, vous pouvez essayer de voir ça. Et vous avez des entreprises, effectivement, qui créent leur propre modèle, progressivement. C'est plutôt ce vers quoi nous, on imagine aujourd'hui, au vu du marché, qu'il faut aller. Alors, vers une entreprise agile, au final, c'est parce que, voilà, je reviens sur ce que je disais au tout début. Aujourd'hui, les managers nous contactent vraiment et nous demandent de les aider à agiliser leurs équipes de développement. Aujourd'hui, ce qu'on a finalement envie de dire, et ce vers quoi nous allons même dans nos propositions d'accompagnement, c'est d'envisager, quoi qu'il arrive, l'accompagnement agile d'une équipe dans un contexte organisationnel global. On ne va pas parler de faire intervenir plusieurs coachs ou de systématiquement travailler sur des périmètres beaucoup plus larges. Évidemment, on peut travailler sur une équipe pilote et commencer à envisager ensuite le déploiement de l'agilité à d'autres équipes et profiter à chaque fois de l'expérience accumulée par les premières pour profiter aux secondes. Mais l'idée, en tout cas, est de toujours accompagner le manager dans la transformation agile de sa première équipe, puis finalement lui laisser prendre la main sur la transformation agile de son entreprise. Ce qu'on a vu est clair, le manager ne peut pas devenir agile seul. Aujourd'hui, vous avez sûrement beaucoup plus de réponses que moi sur voilà, qu'est-ce que l'agilité a apporté quand je ne l'ai déployée que sur une équipe. Est-ce qu'elle a introduit plus de risques et de déséquilibres que de vraies solutions? Est-ce que ça m'a vraiment satisfait? Et voilà, notre vision aujourd'hui, en tout cas, c'est de parler d'un accompagnement agile global. On n'a pas, encore une fois, vocation à systématiquement travailler sur des grands périmètres, ni même faire intervenir systématiquement plusieurs coachs, mais on ne va pas parler de nombre de coachs ici, on va parler de type de coach, de type d'accompagnement. Un accompagnement qui est vraiment centré sur la vision d'entreprise, la vision organisationnelle, ses stratégies, ses faiblesses, ses forces, ses difficultés, pour accompagner le manager dans l'identification de points clés qui vont faire la force de son équipe pour l'entreprise. Et le deuxième point, effectivement, c'est d'aller partager tout ça avec les équipes qu'on accompagne sur le terrain. Un coaching, un accompagnement qui est finalement peut-être plus d'un niveau opérationnel, où on va essayer de commencer à faire parler ces deux personnes-là, ces deux entités-là, qui sont les managers et les équipes de développement et de production, et les amener surtout à comprendre l'intérêt, l'impact, l'importance que ces équipes ont dans la réussite ou dans l'échec d'une entreprise, de manière globale. Voilà, on a parlé de pas mal de notions. Moi, personnellement, voilà, les choses qui m'ont beaucoup aidé en tant que manager, c'est de mettre l'accent sur la motivation, finalement pratiquer plus un mode de management qui était axé le management sur l'adhésion des équipes. Donc encore une fois, communiquer énormément sur la vision de l'entreprise, ses forces, ses faiblesses, et de faire des bilans avec les équipes sur ce en quoi elles ont permis de résorber certaines des faiblesses qu'on avait vues ensemble, ou apporter au contraire de nouvelles forces et de nouvelles capacités à l'entreprise en termes de développement. Et derrière, oui, les laisser s'organiser. Le manifeste agile dit qu'effectivement, dans l'une de ses valeurs, la première, qu'il faut faire beaucoup plus attention aux individus, à leurs interactions qu'au processus. Et moi, je vous l'ai dit immédiatement, de toutes les façons, sans processus, l'entreprise meurt. Alors du coup, l'idée c'est quoi? Entre tout ça, le juste milieu que j'ai trouvé, c'est que finalement, oui, le processus est important, mais peut-être que le processus doit émerger d'équipes auto-organisées. C'est-à-dire que je dois constater l'émergence d'un processus, d'une organisation, mais peut-être que moi, manager seul, je n'ai pas vocation à l'imposer. Par contre, ce processus est défini par les équipes en pleine connaissance des forces, faiblesses, capacités, stratégies de mon entreprise. Ce sont des choses qui marchent sur le terrain, qui sont claires. Et enfin, la deuxième chose, parce que je sais qu'en tant que manager, on parle beaucoup de gestion des risques. Et très souvent, je vois, surtout dans les grands comptes, je vois, ok, vous avez une liste de risques? Oui, j'ai une liste de risques. On prend la liste de risques. Et je vois des risques visiblement extraits d'un template qui doit être trouvé sur un référentiel, sur un Confluence ou autre. Je pense vraiment l'idée de réfléchir sur les vrais risques que l'on prend, ce qui peut vraiment être un problème pour mon entreprise, si le risque survient, savoir évaluer les risques, savoir évaluer le coût du risque et diriger mes équipes, donc toujours de manière assez light, mais les concerner par la gestion de ces risques, c'est aussi quelque chose qui est à mon sens essentiel. Derrière, de toutes les façons, on a parlé aussi de cette composante Lean Management. Je vais essayer de faire en sorte que mes équipes aient envie de s'améliorer. Ce n'est pas une fatalité, on n'a pas d'intégration continue, ce n'est pas moi qui vais imposer de l'intégration continue à mes équipes.
Elles n'ont peut-être même pas la capacité aujourd'hui de vouloir s'intéresser à l'intégration continue. Automatiser les tests, c'est peut-être un rêve que j'ai, mais est-ce qu'elles sont prêtes à ça et est-ce que je leur rends service en leur imposant l'automatisation des tests, par exemple? Donc, est-ce que c'est ça la vraie amélioration? En remettant les risques, en remettant les contraintes de mon entreprise et les compétences de mes collaborateurs, parce que finalement, je travaille avec des équipes qui travaillent pour moi, je peux les laisser essayer d'imaginer quelles sont leurs bonnes méthodes d'amélioration. Et encore une fois, s'ils veulent de l'intégration continue, ok, je vois certains managers dire non, ça ne marche pas. Ok, c'est pas grave, tentons le coup. Vous voulez de l'intégration continue, combien ça coûte, combien ça rapporte, quel risque ça me permet d'adresser, en quoi moi, manager, je vais être intéressé par le fait que vous mettiez en place de l'intégration continue? Si ça marche, faisons-le. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas moi qui ai décidé qu'il ne fallait pas le faire. On a vu ensemble que ce n'était pas pertinent de le faire et que ce n'était pas réaliste de le faire. Donc on a finalement un mode de management qui est bien plus collectif, où finalement tout le monde adhère à cette vision, à une vision commune de ce que peut devenir ou de ce que devrait devenir l'entreprise. Et là, on a un bon parcours, un grand parcours à faire, et souvent beaucoup de surprises. Beaucoup de surprises, on va souvent beaucoup plus loin qu'on a envie d'aller, et parfois même on va carrément ailleurs. On développe l'entreprise différemment sur des terrains qui n'étaient pas prévus au départ. Mais finalement, c'est ça la capacité de s'adapter au changement. C'est finalement, on ne va pas devenir ce qu'on avait prévu qu'on deviendrait, coûte que coûte, mais on va devenir, grâce à l'agilité, ce qu'on pourrait devenir de meilleur. Voilà, c'est un peu sur ces mots que j'aimerais conclure. Je ne sais pas si tu veux rajouter, quelque chose. Mais en tout cas, voilà, sur le terrain, cette vision-là marche. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on va mettre en place du jour au lendemain. Parfois, les managers ont en face des équipes. Là, je vais répéter ce que m'a dit un manager il n'y a pas longtemps. Mes équipes font là où je leur dis de faire. Donc évidemment, voilà, certains ont des équipes en face qui ne sont pas du tout prêtes pour ça. Certaines équipes ont en face des managers qui ne sont pas du tout prêts pour ça. Notre rôle en tant qu'accompagnateur de transformation agile, c'est de voir progressivement là où vous pouvez aller et construire finalement ensemble la vision agile de votre entreprise. Voilà. Je vous remercie.